Super d'être là avec vous. Et ben voilà, on va faire la keynote de clôture. On remercie bien entendu tous les sponsors. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc le sujet de la conférence, de la keynote, le monde touche à sa fin et demain, nous serons tous agiles, du moins les survivants. Donc je suis Jean-Pierre Lambert, si vous ne me connaissez pas déjà. Je vous ai mis les liens dans le coin en bas à droite vers Scrum Life, puisque je suis le créateur de Scrum Life, la première communauté francophone sur l'agile, le lean et Scrum. Et ça me fait la transition vers la slide suivante. C'est que si vous ne connaissez pas déjà, hein, c'est pas grave, mais on vous recommande vraiment d'aller sur notre site scrumlife.tv, il y a un lien vers notre chaîne YouTube. Vous regardez les sujets, vous regardez une vidéo ou deux. Si vous êtes un Agile Tour, il y a quand même de bonnes chances que ça vous intéresse. Et sinon, si vous connaissez déjà Scrum Life, j'ai des autocollants. Venez me les demander. Voilà, je sais que je suis ridicule, j'ai passé la journée à les proposer. Mais si vous faites partie des gens qui le voulaient, venez me voir, je vous les donne avec plaisir. Donc, le sujet de cette keynote, comment on va l'aborder? Donc tout d'abord, on va voir qu'effectivement, on est dans un monde qui évolue, qui change, c'est la fin du monde, c'est le sujet, et qui devient toujours plus complexe. On va détailler ça, on va pour l'expliquer pourquoi on est dans cette situation-là, et du coup, en cascade, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on en retire? Comment on s'en sort? Voir comment on tire parti de cette situation. Et ça, on va voir, il y a deux grands pans. D'un côté, il y a le pan du ce qu'on pourrait dire le progrès, c'est l'innovation qui s'accélère, et en particulier dans les actions, comment est-ce qu'on en tire parti. Là, il y a tout un changement de mindset vers pensée software. Alors, je pense que c'est flou pour le moment. Vous verrez quand je serai dedans à ce moment-là pendant la conférence. Il y a vraiment une manière de penser fondamentalement différemment comment on approche la résolution de problèmes. Et l'autre pan qui explique ce pourquoi, c'est la quête de sens. C'est que globalement, de plus en plus, les gens n'ont pas juste envie de bosser pour l'argent. Il y a un besoin de sens dans ce qu'on fait, et ce qui nous amènera en termes de solutions à parler de vision, parler d'impact et de raison d'être. Donc c'est parti. Donc la première partie, on est dans un monde toujours plus complexe. Je vais commencer par revenir sur le titre de la conférence qui se voulait un petit peu accrocheur. Dans le jargon, on dit putaclic. Comment on touche à sa fin? On est clairement à une période charnière. On a par exemple la guerre, on a aussi pas mal la pollution, que ce soit avec le plastique, avec le CO2 et puis plein d'autres choses. On a aussi, entre autres à cause de ça, le dérèglement climatique, tout un tas de catastrophes. La pollution plus le dérèglement climatique, on arrive sur la perte des terres cultivables, les famines qui commencent déjà à arriver et qu'on imagine que ça ne va pas s'arranger. Et puis bien évidemment, on est obligé de citer les épidémies. Alors tout ça c'est vrai, mais c'est pas ça l'angle que je vais choisir pour traiter ce sujet. Je vais prendre plutôt l'angle de la complexité. De voir comment ce concept de complexité, il est devenu vraiment pervasif, universel, on le retrouve partout. Et donc pour ça, je vais vous présenter quelques concepts que vous connaissez peut-être déjà, vous connaissez sûrement déjà, mais bon, je prends quelques minutes pour s'assurer qu'on est tous alignés avant de rentrer ensuite dans le cœur de la conférence. Donc le premier concept, ça va être le modèle Cynefin. C'est un modèle assez connu qu'on utilise pour expliciter le monde et notamment pour classifier les problèmes et notamment pour expliquer d'un côté le complexe et de l'autre le compliqué. Donc le modèle Cynefin, voilà, on trace 4 cadrans. Ah, c'est peut-être un petit consultant. Dès qu'il y a des cadrans, c'est un outil de consultant. En bas à droite, on a la catégorie des problèmes dits de clairs. C'est un problème qui est clair. Globalement, on le regarde, on l'analyse, on le comprend et on voit ce qu'il faut faire. Au-dessus, dans le cadran droit supérieur, on a le domaine du compliqué, où là, il y a une véritable intrication du problème, mais on reste sur la partie droite. En fait, gauche et droite, c'est un peu, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est ordonné ou désordonné? C'est-à-dire qu'à gauche, justement, ça va être le cadran suivant, ça va être plus la notion de chaos. Un problème compliqué, un exemple, j'espère qu'on ne va pas m'en vouloir comme on est en Suisse, c'est la haute horlogerie. C'est voilà, des montres mécaniques extrêmement compliquées. Il faut un expert, mais fondamentalement, il y a des relations de cause à effet qui sont là. On tourne un engrenage, ça tourne un autre engrenage, ça tourne un autre engrenage.
Donc c'est le type de problème, si on a un expert, il analyse la situation, il vous donne la solution. Si on va cette fois à gauche, donc on a le domaine du chaos, le chaotique, là on a un problème où les choses changent très très vite. Et donc finalement, il faut surtout réagir très vite. Et après, quand on combine le compliqué et le chaotique, on arrive dans le domaine du complexe, où là, il y a une véritable intrication dans le problème, et en plus, les liens de cause à effet, ils sont pas clairs du tout, et il suffit pas de se poser, de regarder le problème pour savoir ce qu'il faut faire. Alors techniquement, si on est un peu rigoureux sur le modèle Cunevin, il y a une 5e case au milieu, c'est le désordre, en gros, mais c'est quelque chose d'un peu changeant, c'est pas trop où on est. Bon, le but, c'est pas de vous faire un cours sur Cunevin. Il y a littéralement des conférences entières sur le modèle Cunevin. C'est pour vous introduire justement ces notions de complexe et compliqué. Maintenant, je vais vous parler d'une autre phrase qu'on entend souvent. Le monde est désormais VUCA, ou VICA si on prend l'acronyme français. Donc ça, c'est un acronyme qui vient du monde militaire pour décrire les situations auxquelles on se confronte sur le théâtre d'opération. Et bon, en fait, cette notion-là, elle s'applique à peu près tous les domaines, notamment dans le domaine des entreprises, des organisations, de la prise de décision, du management. Et donc, qui décrit ces 4 caractéristiques, c'est un acronyme, qu'on va voir justement de ces situations-là. Donc le V, on va voir donc le V, le U, le C et le A. Donc le V, c'est la volatilité, c'est qu'on est sur des situations qui changent vite, qui changent en permanence, qui changent de manière imprévisible. Ensuite, donc le U et le I, c'est uncertainty en anglais, incertitude en français. On ne peut pas prédire l'issue des situations, il y a des effets de surprise, il y a des émergences de concurrence et d'opportunités qui sont inattendues. Le C, c'est notre petit copain, c'est la complexité. On a un nombre croissant d'interactions et qui souvent en plus sont dynamiques, elles changent avec le temps. Et le A, c'est l'ambiguïté. C'est difficile de comprendre une situation sans se tromper, on a des relations de cause à effet qui ne sont pas apparentes. Par exemple, quand il y a des textes réglementaires, ils sont sujets à interprétation, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un constat, c'est que ça, de plus en plus, on reconnaît de plus en plus ces critères-là, et maintenant, on les retrouve partout. Donc quand je reporte ça sur le modèle Cunevin que je vous ai introduit juste avant, d'un côté, on nous dit qu'on va clairement, on monte en intrication, on va du clair vers le compliqué. Très clairement, on gagne en termes de désordre, on va du clair vers le chaotique. Donc tout ça ensemble, conclusion logique, on a vraiment cette transition globale vers la complexité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Comment vivre, survivre, prospérer dans un monde d'innovation permanente, de changement continu et imprévisible? Évidemment avec l'agilité, c'est le sujet de toute la journée, et plus précisément avec l'empirisme. Petite définition du Larousse de l'empirisme, alors c'est la deuxième qui va nous intéresser, que je vais vous lire. Méthode reposant exclusivement sur l'expérience, sur les données et excluant les systèmes a priori. Et donc, ça veut dire quoi en pratique? Comment on peut tirer parti de l'empirisme? Comment on peut le mettre en place? Un exemple, que vous connaissez sûrement au moins de nom, ça va être Scrum. Scrum, c'est un exemple de cadre de travail qui repose sur l'empirisme, qui est fondé sur l'empirisme, et qui justement implémente pour cela 3 piliers pour permettre l'empirisme. Donc le premier pilier, c'est la transparence. On regarde les choses telles qu'elles sont, on fait en sorte de les voir, qui va nous permettre l'inspection. On fait cet effort d'observer, et qui nous permettra l'adaptation. On voit bien inspection, adaptation, c'est la logique d'empirisme, et on a besoin de la transparence, parce que si on ne voit pas les choses, on ne va pas pouvoir inspecter et donc adapter. Donc là encore, c'est juste pour être sûr qu'on est tous d'accord sur de quoi on parle. Petit rappel, 1 minute ou 2, c'est quoi Scrum? Donc Scrum, c'est un fonctionnement par cycle, souvent on parle d'itération, en Scrum on a appelé ça des sprints. Exemple d'un sprint sur une équipe qui fait des sprints d'1 semaine, et qui ne travaille pas le week-end, donc ça fait 5 jours ouvrables, qui commencerait par exemple le jeudi et qui finirait donc le mercredi de la semaine suivante. Et en fait, dans Scrum, tout est construit pour avoir des boucles de feedback. C'est ce qu'on va retrouver dans tous les instants, dans la manière dont il est construit. Et donc ça va commencer par, en début de sprint, on fait un sprint planning qui nous sert à fixer un objectif pour se donner en gros où est-ce qu'on veut aller, ce qui nous permettra de mesurer après l'écart entre là où on est arrivé et là où on voulait arriver. Et donc du coup, d'avoir cette inspection et cette adaptation. À la fin du sprint, justement, on fait son complémentaire, on a la sprint review, on regarde où on voulait arriver, on regarde où on est arrivé, qu'est-ce qu'on a appris, etc. On va pouvoir ajuster. Et la sprint rétrospective, où là on fait quelque chose d'assez similaire, mais non pas sur
ce qu'on construit, mais sur comment on le construit, sur l'équipe, sur ses dynamiques. Et au milieu, chaque jour, on fait un daily scrum, où à chaque fois, chaque jour, on repart sur l'objectif, où est-ce qu'on en est qu'on avance, est-ce qu'il faut qu'on adapte, etc., etc. Donc à chaque instant, on a le feedback. Je ne vous embête pas plus avec les rappels. Donc pourquoi le monde, il devient VUCA? En résumé, mon interprétation du moins, donc on a les entreprises, elles sont entre le marteau et l'enclume. C'est quoi le marteau, c'est quoi l'enclume? L'enclume, c'est l'innovation qui s'accélère depuis pas mal de temps et qui continue, qui ne s'arrêtera pas, clairement. Et de l'autre, on a vraiment des changements sociétaux qui sont profonds. Les sociétés, les organisations, les entreprises, elles sont prises vraiment en étau entre ces deux éléments-là. Donc on va les regarder l'un après l'autre. Donc tout d'abord, sur l'aspect, le progrès, l'innovation et la technologie, je vais vous raconter une petite histoire. Donc en fait, il y a tout un cimetière d'entreprises qui ne se sont pas adaptées et qui sont mortes. Un exemple connu de société, alors officiellement elle est encore vivante, mais dans les faits, pour moi elle est morte, c'est Kodak. Techniquement, j'ai cru lire qu'elle était à quelques mois de poser le bilan après je ne sais pas combien d'années, de décennies. Enfin concrètement, aujourd'hui, vous pouvez continuer d'acheter du Kodak, mais c'est pas du Kodak, on appelle ça, c'est de l'OEM. Vous allez en Chine, ils ont fait tout le travail d'ingénierie, vous les payez, ils mettent votre marque dessus. Voilà, donc il n'y a aucune innovation Kodak. La seule chose qui a de la valeur, c'est leur marque, littéralement. Donc Kodak, enterré avec son tas de pellicules argentiques. Donc c'était les rois du pétrole de la photographie à l'argentique. Et ils ont délibérément raté le virage du numérique. Et donc en fait, pourquoi je dis ça? C'est que elle nous fait coucou. C'est le premier véritable appareil photo numérique. Il a été mis au point par un ingénieur chez Kodak. En 1975, on peut romancer le truc et on imagine tout le monde qui se moque de lui, mais non, mais jamais, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, etc. Donc on peut tout à fait imaginer un monde parallèle où Kodak aurait été le pionnier de la photographie numérique. Ils auraient pu, si on tire encore le trait, ils auraient pu être le monopoliste de la photographie numérique comme ils ont été le monopoliste de la photographie argentique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est jamais facile de changer de paradigme. Est-ce que l'organisation elle était réfractaire au changement? En fait, on se rend compte que le changement, volontairement ou presque, on le loupe. Il y a de la bureaucratie, il y a des avantages individuels, il y a des jeux politiques qui font qu'on va favoriser le statu quo, quitte à négliger que le monde y change, le monde y bouge et de plus en plus vite. Et ça me donne envie de citer un petit tweet d'Alistair Coburn, avec qui au passage on collabore sur notre formation Scrum Life. Dans ce tweet justement, il nous dit une définition possible qu'on peut donner à l'agilité, c'est de réduire la bureaucratie. Et justement, c'est ça qui nous freine et qui nous empêche souvent d'être agiles. Et justement, ces entreprises qui meurent, elles sont l'inverse de l'agilité. Elles sont littéralement anti-agiles. Des exemples comme Kodak, il y en a de plus en plus. Et ça ne va pas cesser de s'accélérer. Alors les innovations, ça suit un cycle global. Alors, si je vous fais un petit diagramme pour essayer de vous expliquer ce concept, voilà, donc en ordonnée, on va mettre les différentes innovations, c'est les valeurs qu'elles apportent. Et puis en abscisse, si je ne me trompe pas, il faut se rappeler l'abscisse ordonnée, dans quel sens. Je prends des mots scientifiques et après j'ai un doute. C'est le niveau de maturité des innovations. Donc en gros, on va commencer avec littéralement une innovation, quelque chose qui est vraiment nouveau. On est dans le domaine de l'exploration, parfois on tombe dessus par hasard, parfois on tombe dessus en ayant beaucoup essayé, comme par exemple le WD-40, il s'appelle comme ça parce que je crois que ça veut littéralement dire « et cette formule numéro 40 ». Voilà, ils ont essayé tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, c'est un truc qui avait des propriétés intéressantes. Et donc c'est quelque chose qui est très nouveau, vraiment on est des pionniers quand on en est là. Et puis avec le temps, à force de travail, ça va maturer, il va y avoir une sorte de processus d'industrialisation, de productisation. C'est quelque chose qu'on sait reproduire, qu'on sait faire, qu'on sait vendre, qui devient un produit à part entière. Et puis ça va continuer de mûrir, et puis ça va devenir une commodité. Un exemple, ça pourrait être la puissance de calcul. Il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait acheter des ordinateurs, il fallait des salles où les mettre, il fallait des logiciels pour les faire tourner, etc., etc.
Aujourd'hui, vous allez sur le site d'AWS ou de n'importe quel fournisseur cloud, vous mettez votre carte bancaire et vous avez de la puissance de calcul. C'est devenu la même chose que vous voulez de l'électricité, il y a une prise au mur. C'est devenu une commodité. Notez au passage que justement ces machines elles utilisent de l'électricité. Ça nous amène à la suite, c'est que en fait, les innovations, quand elles atteignent ce stade de commodité, elles servent elles-mêmes de base à d'autres innovations, qui à leur tour vont maturer et devenir des commodités et servir de fondement à d'autres innovations. Et à chaque fois, on monte dans la chaîne de valeur. Et c'est ça ce qu'on voit. Les nouvelles innovations se fondent sur les innovations précédentes. Donc là, voilà, on parle de cette notion de progrès. C'est que vraiment, ça s'accélère. Et c'est intrinsèque à l'innovation. Alors, l'histoire de l'humanité et du progrès, c'est développer des outils qui améliorent l'efficacité, puis ensuite d'utiliser ces mêmes outils pour créer de nouveaux outils qui sont encore meilleurs. Alors, si je vous fais une histoire extrêmement accélérée de l'être humain, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pour illustrer, mais voilà, on a découvert le feu, imaginons tout ce que ça a débloqué. Après l'âge de pierre, on a fait des maisons, on a fait l'agriculture, on a commencé à rentrer dans l'âge de bronze, puis l'âge de fer, et aujourd'hui encore, c'est incroyable toutes les innovations, rien que dans le domaine de la forge. On arrive à chaque fois à faire des procédés de plus en plus évolués, performants, industrialisés. On sait construire des machines et des outils de plus en plus solides, de plus grosses ou plus précises, et qui permettent de construire des machines et des outils de plus en plus solides, de plus en plus gros, de plus en plus précis. Alors, si vous cherchez quelque chose pour vous détendre, sur YouTube, il y a des vidéos qui vous montrent des machines gigantesques qui forgent des trucs de 50 mètres de haut, qui font des centaines de tonnes. Et à un moment donné, effectivement, quand on a un super tanker qui fait 300 mètres de long, on imagine que l'encre de ce bateau doit être assez conséquent lui aussi. Et donc le progrès, c'est vraiment cette boucle vertueuse qui s'accélère perpétuellement. Je vais quitter le monde de l'énorme que j'ai abordé avec la forge pour aller plutôt dans le monde du tout petit. Donc ça nous illustre la loi de Moore. Donc la loi de Moore, Moore c'était un ingénieur de chez Intel. Je dis ingénieur, ça se trouve il était directeur, je ne sais plus. Quelqu'un de très bien qui travaillait chez Intel. Alors à la base, il a fait cette prédiction de dire que tous les 2 ans, le nombre de transistors dans un microprocesseur va doubler. Alors il a fait cette prédiction, je crois, en 1974, donc vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de points de mesure à l'époque. Il a juste dit, bon, il y a 4 points, je trace la courbe, ça a l'air d'être la tendance, je vais faire la prédiction que ça va continuer. Alors c'est un mi-chemin entre une prédiction et un peu un challenge aussi qui donnait à la boîte, quoi. Hey, les gars, nous on va être les leaders, on va faire ça, et puis il y a toute l'industrie. Et force est de dire que elle tient toujours. Alors la courbe est droite, bien droite, mais attention, évidemment, c'est une échelle logarithmique. Donc ça veut dire qu'on a une courbe bien droite avec une échelle logarithmique, c'est que c'est exponentiel. Si on voit, on passe de 1000, 10 000, 100 000, etc. etc. Et ça, en fait, ça s'applique dans le domaine de l'ordinateur à tous les aspects. La puissance de calcul, elle aussi, si on trace la courbe, on voit qu'elle suit une courbe exponentielle. La taille des ordinateurs, mais plutôt cette fois leur réduction, suit une courbe exponentielle. Alors, au début, c'était des bâtiments entiers, puis des salles, puis des énormes machins, puis des boîtes plus petites, puis des ordinateurs portables, puis des téléphones. Là, maintenant, on est sur de l'embarqué. L'efficacité énergétique aussi, pour faire un calcul donné, l'énergie dont on a besoin, diminue en suivant une courbe exponentielle, pareil pour le coût de la mémoire, etc., etc. Et bien entendu, un des facteurs pour lesquels on réussit à faire ça, c'est que quand on fait des meilleurs processeurs, on a des machines, des ordinateurs plus puissants qui nous permettent de développer des nouveaux processeurs plus facilement, qui sont même plus complexes, etc., etc. Donc pour conclure sur cette notion de progrès qui s'accélère exponentiellement, la difficulté c'est qu'on a beaucoup de mal à s'en rendre compte. On n'est pas câblé pour ça, on est plutôt câblé pour le linéaire, pas pour l'exponentiel. Et donc ce qui fait déjà qu'il est quasiment impossible de prédire l'avenir, où est-ce qu'on va. Et donc là, ce qu'on voit sur ce diagramme, ça illustre ça, c'est qu'en fait, on est face à un mur. On ne peut pas imaginer ce qui va se passer en suivant cette courbe exponentielle. Et en fait, comme on ne peut pas l'imaginer et qu'en plus le cerveau n'est pas câblé pour ça, on a plutôt tendance à regarder le présent ou le passé proche. En réalité, c'est ça, on ne se rend même pas compte qu'en face de nous, il y a un mur et que tout va changer d'un seul coup du jour au lendemain. Alors, en quoi l'agilité va aider sur tous ces points ? Il y a 2 éléments qu'on retrouve d'une manière générale dans l'agilité.
ça va être l'auto-organisation et la décentralisation de la prise de décision. Et ces deux éléments qui sont vraiment fondamentaux pour être capable de tirer la quintessence de l'empirisme. C'est parce qu'en fait, effectivement, une équipe, par exemple, qui travaille justement à itérer, à découvrir des choses, elle va en permanence faire des micro-décisions. Et le but, ça va être de faire en sorte qu'elle puisse prendre ces décisions, qu'elle puisse prendre plus de décisions, plus rapidement, plus tôt, pour ne pas rater d'opportunités et saisir des nouvelles opportunités. Et aussi pour même prendre de meilleures décisions, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre la prise de décision au niveau où il y a l'information. Donc ces deux éléments, ils sont vraiment fondamentaux pour pas juste tirer des gains à la marge de l'agilité, mais vraiment créer à nouveau cette boucle vertueuse qui ressemble à cette marche du progrès et qui s'accélère et qui s'accélère. Mais avoir des équipes auto-organisées et décentraliser la prise de décision, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut vraiment favoriser la flexibilité et l'adaptabilité à tous les niveaux pour justement faire face à un progrès exponentiel et en tirer parti. Donc c'est là où je vais vous parler de cette notion de software. Restez avec moi jusqu'au bout, promis, ça va être intéressant. Donc quand on parle de software et de hardware, alors qu'est-ce qu'on entend par là? Alors évidemment, en français, software, c'est le logiciel et hardware, c'est le matériel. Je fais exprès d'utiliser les noms en anglais, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est pas l'opposition logiciel et matériel, c'est bien cette notion de software, hardware, soft, quelque chose qui est mou, qui est malléable, qui est flexible, et hard, quelque chose qui est dur, qui est figé. Donc à l'origine, évidemment, la différence, c'était de dire, d'un côté, on a la partie qu'on programme, qu'on peut modifier, qu'on peut changer, le software, et une partie qu'on ne peut pas trop toucher, ou qui est difficile à changer, qui est la partie hardware. Et donc ici, encore une fois, je veux vraiment parler de software dans le sens de quelque chose de flexible, de mou, d'adaptable, quelque chose d'agile, plutôt que spécifiquement de logiciel. Et historiquement, plus on avance, et plus justement on déporte des choses, on déporte des concepts, on aborde des notions sous l'angle du software plutôt que sous l'angle du hardware. Un exemple ça apporte beaucoup de flexibilité. Un exemple que je vais vous donner, c'est les origines du Lean, et notamment avec Toyota dans l'après-guerre. Vous imaginez d'un côté les États-Unis d'Amérique qui sont quand même d'une relative opulence et où l'industrialisation, c'est on prend des machines ultra chères, ultra performantes, et à la fin, logiquement, ça devrait dépoter. Le Japon a bien été obligé de faire autrement. Et ils ont pris plutôt le parti de faire des machines peu performantes, mais par contre très flexibles. Et en fait, ça s'accompagne aussi avec le Lean, parce que dans le Lean, un des éléments importants, c'est la pensée systémique. C'est cette idée-là que ce qui compte, justement, c'est pas d'optimiser les morceaux de l'engrenage, mais d'optimiser le système dans sa globalité. Donc là, on voit bien que, effectivement, si on a des éléments qui sont flexibles, qu'on peut ajuster, voire même on peut mettre en renfort là où on en a besoin, ça peut vraiment faire la différence. Et ça, clairement, le Lean l'a prouvé. Ensuite, les solutions de type software, c'est des choses qui vont être configurables, qui vont être modelables. Et donc, ça va permettre aussi d'avoir un feedback tôt, parce qu'on va pouvoir très vite faire quelque chose, le lancer, voir ce que ça donne et le reconfigurer. Et tous ces éléments-là ensemble font que globalement, on arrive à améliorer le temps de cycle. On arrive à arriver plus vite à quelque chose qui tourne, à avoir une solution, à avoir de la valeur à partir du moment de l'idée. Donc globalement, voilà, cette flexibilité-là qu'elle nous apporte, une énorme capacité à innover plus vite et aussi à amplifier les outils. À nouveau, on arrive sur des boucles vertueuses. Un exemple pour illustrer ça, ça va être l'impression 3D. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'impression 3D, je vous ai prévu un petit exemple. Alors c'est dans le domaine du modélisme, qui est devenu presque un outil standard dans le modélisme un petit peu haut de gamme. Donc, d'ailleurs, c'est une machine un petit peu haut de gamme. Vous n'avez peut-être pas beaucoup vu comme ça. C'est des photos de YouTube, hein, je ne l'ai pas chez moi. Voilà, donc on verse la résine dans la machine, on programme la machine fait son petit travail, et à la fin, donc on a la figurine, le personnage ou peu importe, l'élément de décor, on le finit, et ainsi de suite, etc. C'est vraiment devenu, dans certaines niches, par exemple dans le modélisme, ça a l'air assez standard, et en vrai, c'est pas très cher. Hein. Aujourd'hui, à quelques centaines d'euros, vous avez une imprimante 3D. Il faut avoir la passion, parce que ça prend de la place quand même chez soi, hein, mais globalement, c'est vraiment devenu accessible. Alors, on va aller sur des exemples peut-être un peu plus parlants. On va aller dans le domaine de l'industrie. Parce qu'on a vraiment maintenant des véritables success stories, notamment, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique,
où effectivement, via des mécanismes qui s'apparentent à l'impression 3D, on arrive à faire manufacturer des pièces plus légères, à les faire plus rapidement, pour moins cher, avec moins de main-d'œuvre, et surtout, on arrive à itérer beaucoup plus rapidement. On essaye la pièce, on voit ce que ça donne, on ajuste le modèle, on réimprime, etc. Et on va aller sur des exemples encore plus concrets. Donc justement, sur cette manière de penser software, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà donc deux exemples justement qui ont véritablement embrassé cette notion. Le premier, c'était un programme de l'armée américaine, la US Air Force, pour créer donc justement des avions de chasse. Alors, bon, ironie de l'histoire, hein, ils ont dû le faire un petit peu en sous-marin parce que c'était un peu à contre-pied de la manière traditionnelle de travailler. Donc, ils ont réussi en un an à démontrer que ça marchait. En un an, ils ont sorti un nouvel avion, un prototype qui volait, qui marchait. Alors, comment ils ont fait ça? Tout d'abord, il y a un recours très 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 massif aux simulations numériques, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une adoption des pratiques agiles et aussi des pratiques d'ingénierie logicielle de l'état de l'art qu'on associe à l'agilité, pas forcément appliquées telles quelles, mais d'essayer justement de les faire. Et avec l'idée-là, hein, il y a deux choses. D'une, d'un point de vue purement budget, la cible à terme de ce programme-là, c'est d'être capable de concevoir les nouveaux avions de chasse pour seulement 10% du budget de ce qu'on prend habituellement. Mais imaginez aussi qu'est-ce que ça fait si vous mettez un an à concevoir votre modèle plutôt que 10 ans, 15 ans. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a certains temps, moi quand j'étais jeune, on se moquait du Rafale, genre là c'est n'importe quoi le truc, c'est over-engineering, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, je vois les news qui disent « Ouais, ça y est, on est les rois du pétrole avec le Rafale ». Donc on a mis beaucoup de temps à le développer, on a mis beaucoup de temps à le marketer, à faire qu'il devienne reconnu comme étant un super avion. Et rien que 10 ans, vous imaginez l'état de l'art militaire, les stratégies, tous les outils qu'on a, les drones ou tout ce qu'on veut, tout ce qui peut se passer en 10 ans. Est-ce que l'avion qu'on a imaginé il y a 10 ans, c'est le meilleur outil quand il sort 10 ans plus tard? Si déjà on n'a qu'une seule année, c'est un énorme avantage en fait. C'est quoi les chances qu'on a de sortir un avion qui correspond aux problématiques qu'on rencontre sur les théâtres d'opération? Et aujourd'hui, les résultats de ce genre d'approche sont tellement probants que globalement, les constructeurs d'avions, ils commencent à s'y mettre petit à petit. Et un deuxième exemple, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de parler de Tesla. Donc, comment on fait l'homologation d'une voiture? Traditionnellement, dans l'industrie, qu'est-ce qu'on fait? C'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement coûteux, avec notamment des crash tests, etc. Ce qui fait que, mécaniquement, dans l'approche traditionnelle, quand on arrive à homologuer un modèle, on essaye de capitaliser dessus pendant 5 ans, 10 ans, sans trop le changer, parce que c'est une telle galère de l'homologuer, ça coûte tellement cher. Chez Tesla, ils ne font pas de crash test pour homologuer leur véhicule. Ils homologuent leur véhicule par des modèles numériques, et ils font des crash tests, mais pas pour homologuer, pour juste vérifier que le modèle numérique correspond à la réalité. Ils font un crash test pour valider notre modèle. Bon, effectivement, s'il y a une différence, il faut qu'on ajuste le modèle. Mais tant que le modèle correspond à la réalité du crash test, c'est bon, tout ce qu'on modélise, c'est OK. Et donc, ils ont automatisé le processus d'homologation. Résultat, ils homologuent chaque voiture individuellement. Et ça va très loin, c'est-à-dire que littéralement, la chaîne de montage reprend ce qu'on trouve dans le développement logiciel. Il y a une branche principale, c'est ce qu'on a en prod, c'est les voitures qu'on sort actuellement. On va faire une branche pour tester un changement. Et on va valider ça, et si ça marche, ok, on fusionne, maintenant c'est la branche principale. C'est facile si on a automatisé l'homologation, en fait. On a du mal à imaginer. Alors peut-être un petit chiffre pour faire réfléchir, parce qu'on en échange beaucoup avec Joe Justice, qui a pu aller travailler là-bas et qui partage beaucoup dessus. Il nous dit, chez Tesla, il y a entre 27 et 40 modifications par modèle par semaine. Alors effectivement, le constructeur traditionnel qui fait un petit changement de rétro pour ne pas modifier son truc pendant 5 ans, il faut se rendre compte l'écart, la marge d'innovation qu'il y a à rattraper. Et la différence fondamentale, c'est qu'ils pensent software. Et un autre exemple pour conclure sur Tesla, c'est que pendant la crise des Covid, il y a eu d'énormes pénuries de composants. Donc effectivement, il y a eu des conséquences assez directes, des ralentissements, voire des chaînes complètement à l'arrêt. S'il y a une pièce dont vous avez besoin, vous n'avez pas cette pièce, à un moment donné, vous êtes juste coincé. Pas Tesla. Tesla, ils ont regardé les pièces qui étaient dispo, ils ont changé le design, posé une nouvelle pièce.
Ils ont lancé leur homologation automatique, c'est bon, ça passe. Et hop, on continue avec les pièces qui sont dispo. Donc voilà, donc un des messages que j'essaie vraiment de vous passer, c'est celui-là, c'est que vraiment, il va falloir penser software, quel que soit votre domaine d'activité. Demain, de toute façon, dans les industries, toutes les industries, y compris les industries les plus traditionnelles, le changement il sera permanent, l'agilité ce ne sera pas une option. Et il va vraiment falloir penser les choses autrement et à chaque fois trouver des manières plus software, plus malléables, plus flexibles de faire les choses. Et un conseil du coup que je pourrais donner, notamment si vous n'êtes pas dans le domaine du logiciel, c'est justement de s'inspirer du monde du logiciel. C'est-à-dire que des outils qui viennent du domaine du logiciel, en tout cas de l'état de l'art du logiciel, s'appliquent. Alors le premier exemple, on soit assez bien, le pair programming ou ses frères, le mob programming, le swarming. En gros, on travaille à plusieurs en même temps sur la même tâche. Bon, on imagine bien que ça, effectivement, on pourrait l'appliquer dans n'importe quel type de travail. La notion de test automatisé, finalement, je l'ai pas mal abordé à l'instant avec l'exemple de Tesla, mais c'est vraiment quelque chose à se poser la question. C'est quoi les étapes de validation qu'on a qui sont manuelles, qui sont coûteuses, et comment on pourrait imaginer un système où c'est automatisé? Par extension, on a le TDD, Test Driven Design ou Test Driven Development, le fait d'être piloté par les tests dans la manière dont on conçoit les choses. On a la notion d'intégration continue, de déploiement continu. On a la notion de refactoring en continu. En permanence, on fait des petits changements, parfois qui rajoutent de la dette. Il ne faut pas la laisser s'accumuler, il faut la résorber régulièrement. On a la notion d'API, de contrat d'interface, dans la manière dont on fonctionne. Il faut créer des modules indépendants et on a une interface claire entre ceux-là. Et justement, c'est cette dernière chose, cette notion d'isolation des concepts, d'avoir des modules indépendants. C'est comme ça aussi qu'on arrive à itérer vite. On découpe un gros problème en petits problèmes et on a une interface claire, ce qui fait que chacun fait sa vie. Et en même temps, on a une intégration continue qui nous confirme que le système, dans sa globalité, répond bien à ce qu'il doit répondre. D'une manière générale, inspirez-vous des autres sociétés qui font de l'agilité, que ce soit du logiciel ou pas du logiciel, voire même, mettez les mains dans le cambouis, en fait, découvrez ces pratiques logicielles et maîtrisez-les justement pour ensuite pouvoir en tirer l'essence même et l'appliquer dans un autre domaine que le logiciel. Maintenant, on va passer sur l'autre pan, le marteau, des changements sociétaux vraiment profonds. Il y a un ensemble de tendances humaines et sociétales qui se combinent. Donc on parle par exemple de la grande démission. Alors il y a sûrement un lien avec le Covid, mais d'une manière générale, on veut juste plus travailler en esclave pour un salaire qui permet juste de survivre. On peut parler des gilets jaunes, il y a eu quand même quelques émeutes, en plus des manifestations quasi permanentes à une certaine époque. Des gens qui juste n'en pouvaient plus, en fait, simplement, ça ne les intéresse pas de travailler pour juste survivre, en fait. Et il faut bien se dire qu'un travailleur précaire, il aura mais littéralement aucune loyauté pour son employeur dès qu'il pourra sortir de là, parce qu'il a mis assez d'argent de côté, parce qu'il trouve un peu plus payé, parce qu'il trouve un peu plus proche de chez lui, parce qu'il trouve un patron un peu moins débile, il n'hésite pas, quoi. Il se barre. Et puis à côté de ça, en plus, on voit les catastrophes climatiques qui se profilent. Si j'exagère à peine, on ne sait même pas si le monde il existera toujours demain. Qui a envie finalement de travailler pour de l'argent si c'est pour que le monde ne soit plus là dans 20 ans, si on n'a rien à léguer à nos enfants, c'est la fin du monde. Et c'est quoi la valeur de l'argent si le monde n'existe plus demain, quoi. Donc il y a une manière générale, il y a cette notion d'on va chercher du sens, on va chercher un alignement dans son travail avec ses valeurs, et on refuse de travailler pour l'ancien monde. Une autre manière aussi d'expliciter ça, donc il y a souvent cette décomposition, d'un côté le travail physique, de l'autre le travail du savoir. Ça fait écho aussi à ce que nous avait présenté ce matin Léo Daven, il parlait d'approche industrielle, d'approche agile. Traditionnellement, on pense que indexer la rémunération ou les bonus sur la productivité, ça marche bien pour du travail physique. Par contre, pour le travail du savoir, ça marche pas. En fait, on a même montré que ça avait l'effet inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que le travailleur du savoir, il a besoin d'être vu comme un atout et pas comme un coût. Donc en fait, on va le motiver pas avec son salaire, on va le motiver avec l'impact qu'il génère. On le motive aussi avec la responsabilité qu'il a sur son propre travail et aussi sur la satisfaction qu'il tire de faire un travail de qualité. Alors, évidemment qu'il faut un salaire,
mais il faut juste qu'il soit suffisant pour qu'on n'ait pas besoin d'en parler, en gros. C'est pas avec ça qu'on va le motiver, et on a même clairement démontré, indexer son salaire ou des primes sur le travail accompli, c'est une mauvaise idée. Dans le domaine du travail de la connaissance, voilà, on travaille avant tout parce qu'on est motivé par le sujet. Ça ne se décrète pas. On atteint les plus hauts niveaux de performance parce qu'on est passionné. Il faut tout mettre en place pour que cette passion elle se libère, et pourtant, trop d'entreprises, elles n'ont pas compris ça. Elles n'intègrent pas les motivateurs profonds, intrinsèques. Et en fait, aujourd'hui, on voit une véritable déconnexion entre les modèles d'organisation et de rémunération traditionnels et les besoins des travailleurs du savoir. Et là, finalement, tout ce que je dis, c'est que l'immense majorité des entreprises, elle a raté une marche, elle a même raté toute une série de marches, quoi. Un autre élément, l'âge de l'information. Maintenant, voilà, on a Internet, on a nos smartphones, on a toutes les réponses du monde facilement, dans le creux de la main, à tout instant. Tout est numérique, c'est de l'information qu'on peut dupliquer à l'infini, parce qu'il n'y a pas de perte de qualité. Et on a les moyens, en plus, de partager cette information rapidement, sans délai. Alors, selon un white paper de Cisco, qui date quand même déjà maintenant de 2010, on va bientôt entrer dans l'ère du zeta-octet. Alors, juste pour se rendre compte le nombre incroyable de chiffres, donc un zeta-octet, c'est 1 milliard de téraoctets. En téraoctets, c'est partie des unités que vous manipulez encore. C'est juste incroyable, c'est le trafic mondial. C'était il y a plus de 10 ans, ça se trouve maintenant largement dépassé, vu que, évidemment, comme tout le reste, ça suit une courbe exponentielle. Donc ça fait beaucoup, mais surtout, ça change tout d'avoir toutes les informations du monde à portée de main et d'être connecté en permanence avec la Terre entière. C'est un peu comme si on avait un deuxième cerveau externe, et c'est vraiment comme ça que les nouvelles générations, elles fonctionnent en fait. Elles voient aucun intérêt à apprendre par cœur une info qu'on peut trouver en faisant une recherche sur son téléphone, et quelque part, elles ont raison, non ? Et donc tout ça, finalement, aujourd'hui, les personnes, elles veulent plus qu'on leur dise quoi faire, elles veulent plus qu'on leur dise comment faire, mais elles veulent qu'on leur donne le sens, la vision, elles veulent qu'on leur dise le pourquoi on le fait, et qu'on les laisse se débrouiller ensuite. Et là, il y a évidemment un lien direct à faire avec l'agilité, avec l'auto-organisation. Je vais vous donner un exemple qui j'espère vous fera un peu réfléchir, pour illustrer ce lien entre cette tendance globale de l'agilité. Donc c'est un réseau de paysagistes, donc des paysagistes, c'est des gens qui refont les jardins, quoi, qui veut s'inspirer de l'agilité. Alors, donc, déjà, moi, je suis super content de travailler sur Scrum Line, justement, je me retrouve en contact avec des personnes comme ça, etc., qui au demeurant, partagent très peu, globalement, ça reste assez confidentiel. Donc, évidemment, quand ils me contactent, moi, je pense que ce qui les intéresse, c'est les grandes promesses de l'agilité. On va mieux satisfaire le client, on va finir les chantiers plus vite, meilleure qualité, etc., etc. Pas du tout. C'est pas du tout le sujet. Globalement, c'est un marché où l'offre est supérieure à... Non, plutôt la demande est supérieure à l'offre. Il y a plein de gens qui veulent refaire leur jardin plus qu'il y a de paysagistes. Donc en fait, globalement, il n'y a pas de problème. On a du taf. Par contre, on est en galère pour avoir de la main-d'œuvre. Ça n'intéresse pas les jeunes de venir chez nous. Ceux qu'on arrive à recruter, il y a un turnover, ils s'en vont. Et en fait, quand on creuse ce qui m'explique, on retrouve tous les péchés qu'on retrouve dans les orgas que... Moi, par exemple, j'ai plutôt l'habitude d'accompagner, typiquement dans le domaine du logiciel. C'est une bonne vieille orga avec des silos, chacun a sa compétence, chacun a son petit bout de travail, personne n'a de vision globale. Il y a bien sûr un chef de projet, qu'ils appellent autrement dans leur domaine, mais dès lors qu'on est organisé en silo, on est bien obligé d'avoir un chef de projet qui coordonne tout le monde. Et personne n'a de vision d'ensemble, personne n'a de vision de l'impact de ce qu'on génère. Un exemple peut-être encore plus concret, c'est le commercial. Le commercial, sa vie, ça ressemble à... On m'a rempli mon agenda, chaque jour je fais des calls, je vais voir des gens, je négocie machin, on signe le contrat, et voilà, c'est fini. À aucun moment je vois en fait le chantier que ça a généré, le chantier que ça fait. Donc voilà, il y a cette question de sens. Ça doit être des gens qui, entre guillemets, manipulent de la terre, manipulent du physique, mais pour autant, il y a quand même ce besoin de sens, de voir, mais c'est quoi le sens global? C'est quoi l'impact que j'ai? Non, bouger un bout de terre, ça suffit pas. C'est quoi le chantier final? C'est quoi la satisfaction du client? Où est-ce qu'on va, etc. Donc ce qui modère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail physique et le travail du savoir, moi j'ai cette petite conviction qu'en fait, ce qu'on dit sur le travail du savoir, il s'applique pour tout le monde. Ce besoin de sens, il touche l'ensemble de la société.
On voit aussi une augmentation spectaculaire de notre durée de vie. Alors, je ne sais pas si la courbe va réellement continuer comme ça. Je ne sais pas où on en sera dans 50 et dans 100 ans. Mais pas uniquement dans la durée, mais aussi dans l'état de santé dans lequel on est. C'est-à-dire que finalement, une autre manière de le dire, on est plus jeune plus longtemps. Dans le sens où on est valide, on est capable d'accomplir des choses. Et pourquoi je vous en parle? C'est que finalement, l'échelle des générations, quand on a des changements un petit peu violents, c'est bien pratique. Quand à un moment donné, le patron il est vieux et qu'il faut qu'il passe la main à quelqu'un de plus jeune qui a grandi avec les nouveaux concepts. Sauf qu'effectivement, la tendance qu'on peut tous avoir d'être un petit peu conservateur, quand le patron, ça fait 20 ans, 50, 70 ans qu'il est là au pouvoir et qu'il n'est pas du tout prêt de lâcher les rênes, c'est pas prêt de s'arranger et on voit qu'effectivement, face aux crises, le réflexe, il est virons tout le monde et investissons dans les trucs, on risque pas de se planter, plutôt que de se dire c'est une opportunité qu'on va saisir et justement on va s'en sortir. Donc tout ça fait que ça renforce le clivage générationnel et il y a encore plus de déconnexion entre ce qu'offrent les entreprises et ce que recherchent les nouvelles générations. Donc en conclusion, on a une déconnexion de plus en plus évidente entre les entreprises et les individus. Et c'est une réelle nécessité pour les entreprises de se réinventer. Pas uniquement dans leurs process et leurs organisations, mais aussi dans leur raison d'être. Plus que jamais, le changement vers l'agilité est obligatoire. Demain, ça ne sera même pas un débat. Toutes les entreprises travailleront dans tous les domaines, mais vraiment tous les domaines, travailleront en agile par défaut. C'est vraiment le non-agile qui sera l'exception qui confirme la règle. Être agile, ce ne sera pas une option. Et là, quand je parle d'agilité, en fait, je parle d'agilité au sens le plus large. C'est-à-dire que ça implique des changements fondamentaux dans l'approche managériale. Si vous ne connaissez pas déjà ce livre, je vous invite à lire Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Alors, je dis ce livre parce qu'il y a la version longue, pur texte, et la version illustrée que je vous recommande chaudement. Vous la lisez en une soirée et vous en ressortez avec déjà beaucoup de choses. Où justement, il nous parle beaucoup d'entreprises libérées, d'organisations opales. Et ce qu'on voit dans ce livre, c'est que ça marche. Ça marche, il arrive à expliquer pourquoi ça marche, c'est quoi les fondements. Si on veut faire le pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, c'est quoi le type de chemin qu'on peut avoir. Il donne pas mal d'exemples. On se dit, mais en fait, c'est pas confidentiel. En fait, il y a pas mal d'entreprises qui le font. Et donc, le livre étant sorti maintenant il y a quelques années, si on continue de chercher, on voit que ça fait des petits. Il y en a de plus en plus, des organisations comme ça. Des organisations où les gens sont heureux avec un impact positif sur le monde. Donc oui, c'est possible. Et c'est ça l'agilité de demain. C'est pas juste appliquer Scrum, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment transformer fondamentalement l'entreprise pour donner du pouvoir à chacun sur son quotidien et sur l'entreprise. C'est ça la réelle agilité profonde, durable et qui embarque tout le monde. C'est un monde où il n'y a pas de leader parce que tout le monde est un leader. Et on voit qu'au-delà de changer son entreprise, en fait, il est même question de changer toute la société, en fait. C'est pour ça qu'en tant qu'entreprise, ça va vraiment être important de travailler la vision et la raison d'être. Concrètement, j'essaie de faire un tuto extrêmement succinct, il y a tout d'abord cette notion de vision qui est extrêmement importante. Il faut vraiment avoir une vision forte et pertinente. On va devoir mettre en place une responsabilité collective et on va utiliser typiquement du management visuel pour collaborer et atteindre ces enjeux. Et on voit qu'il y a un enchaînement avec les trois. C'est-à-dire que c'est la vision forte qui embarque tout le monde et qui est claire, qui permet de construire une responsabilité collective. Combien d'équipes où chacun vit dans son coin, quand tu creuses, tu vois qu'en fait on n'a pas d'enjeu commun. Et le management visuel, c'est l'outil concret qu'on a pour... On met les problèmes au milieu, on visualise nos enjeux et on voit comment on peut s'aider, comment on peut travailler dessus. Donc c'est vraiment essentiel de travailler la vision et la culture d'entreprise et ensuite trouver la manière comment est-ce qu'on peut insuffler ce pourquoi et le communiquer efficacement sans dicter le comment, qui doit rester dans le domaine des équipes. On a aussi un outil qui est puissant, qui est même essentiel, c'est de découper le problème à résoudre en plus petits problèmes indépendants. Alors on a toujours besoin d'expliciter le pourquoi, mais pas le quoi ni le comment. Et on fait en sorte par contre qu'entre ces différentes entités, on ait des interfaces qui soient claires et aussi qu'elles soient stables, pour que chaque entité
puisse faire sa vie en autonomie, en auto-organisation, en prenant les décisions. Et ce qu'on veut, c'est qu'à la fois d'un côté, on a des entités indépendantes, et de l'autre, on a un système global qui a du sens et qu'on peut valider, qu'on peut intégrer régulièrement, voire en continu. Après ce que je vous ai dit avant, je peux me permettre de reprendre un peu de vocabulaire. Donc le but, c'est aussi de s'assurer qu'on met au même niveau, encore une fois, ceux qui ont l'information et ceux qui prennent les décisions. Tout ça pour à la fois accélérer la prise de décision et améliorer la qualité des décisions. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre? Qu'est-ce qui définit le monde actuel? D'un côté, donc, on a cette course à l'innovation effrénée qui va clairement laisser sur le carreau toutes les sociétés qui sont incapables de suivre le rythme. Et de l'autre, on a une recherche de sens des employés qui va laisser sans main-d'œuvre les sociétés qui proposent un travail inintéressant. Et jusque-là, je ne vous ai même pas parlé d'intelligence artificielle qui va c'est une véritable révolution en marche qui va accélérer tout ça, qui va accélérer l'innovation et qui va accélérer aussi la débilitation des métiers qui sont déjà inintéressants en fait. Donc, le monde touche à sa fin et demain nous serons tous agiles. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects, comment on donne du sens au travail et comment on construit l'adaptabilité dans tous les aspects de l'entreprise pour en faire un atout concurrentiel plutôt qu'une contrainte subie. Donc pour conclure, je vous poserai quelques questions à méditer. Posez-vous ces questions concernant votre entreprise. C'est quoi le sens, la raison d'être de votre société? C'est quoi son impact sur le monde? Et en quoi est-ce qu'elle contribue au bien collectif? Et de l'autre côté, aussi, est-ce que dans cette société, on y donne aux équipes toute l'attitude pour réinventer leur métier et leur industrie? Est-ce qu'on y valorise avant tout l'adaptabilité et la capacité à innover, à itérer plus vite? Bon, si malheureusement vous n'avez pas les bonnes réponses à ces questions, il y a de bonnes chances que votre entreprise n'ait pas sa place dans le monde de demain. Je ne sais pas si on va prendre des questions, en tout cas j'ai fini.